Une semaine après le mariage de mon fils Michel, ma belle-fille Valérie a frappé à ma porte, accompagnée d'un homme distingué, portant une mallette en cuir. « Belle maman, voici Pierre, notaire », m'a-t-elle annoncé avec ce sourire hypocrite que je commençais à reconnaître. « Nous souhaitons vous aider avec certains papiers de la maison. » Mon cœur s'était mis à battre plus vite. Je savais exactement ce qu'il cherchait, mais grâce à Dieu, j'avais gardé le silence sur l'héritage du domaine que mon défunte mari m'avait laissé. En voyant Valérie examiner mes documents avec ses yeux froids, j'ai compris que mon silence avait été ma salvation. Mais pour raconter cette histoire dans son entièreté, je dois remonter 3 mois en arrière, au moment où tout a commencé à basculer. C'était un matin de printemps dans ma cuisine à Saint-Émilion, une petite ville bordelaise où l'odeur des vignes flotte dans l'air. Je pétrissais une pâte à pain, l'arôme de la levure fraîche emplissant la pièce, lorsque Michel est entré, rayonnant. « Maman, je veux que tu apprennes à connaître Valérie avant le mariage, » m'a-t-il dit, avec ce sourire qui me faisait toujours fondre. Mon fils, mon trésor unique, avait trouvé l'amour. « Bien sûr, mon chéri, amène-la quand tu veux, » ai-je répondu en essuyant mes mains sur mon tablier. J'avais déjà entendu parler de Valérie, 32 ans, employée de bureau à Bordeaux, cheveux châtains impeccablement coiffés, ongles toujours vernis. Elle semblait parfaite pour Michel. Cet après-midi-là, je me suis précipitée au marché de Libourne pour acheter les meilleurs ingrédients. Des crevettes fraîches, des avocats mûrs à point, des piments doux, de la crème épaisse. Je voulais préparer les plats préférés de Michel. Une blanquette de veau crémeuse, des pommes de terre fondantes, une tarte aux pommes, comme il les aimait depuis l'enfance. Dans mon esprit, j'imaginais déjà les conversations chaleureuses avec Valérie, les conseils que je pourrais lui donner pour rendre mon fils heureux, les recettes familiales que nous partagerions. J'ai passé la nuit à cuisiner, mes pieds gonflés par des heures debout, mais peu m'importait. Tout devait être parfait. Quand le moment de rencontrer Valérie est arrivé, j'ai enfilé ma plus belle robe, une tenue rose poudrée réservée aux grandes occasions. Je me suis coiffée avec soin, j'ai même mis un peu de rouge à lèvres. Je voulais faire bonne impression. Après tout, cette femme serait la mère de mes futurs petits-enfants. Lorsque la sonnette a retenti, mon cœur s'est emballé d'excitation. J'ai ouvert la porte avec un grand sourire. « Valérie, quel plaisir de vous rencontrer !» ai-je exclamé en ouvrant les bras pour l'enlacer, mais elle m'a à peine effleuré, ses doigts frôlant mes épaules, comme si me toucher la répugnait. « Enchantée, Claire », a-t-elle murmuré sans croiser mon regard. Sa voix était glaciale, distante. Elle portait une robe verte élégante et des escarpins qui claquaient sur le parquet de ma modeste maison comme des coups de marteau. Pendant le dîner, j'ai tenté d'engager la conversation, posant des questions sur ses goûts, son travail, ses projets avec Michel. Mais chaque question recevait une réponse monosyllabique. Oui, non, peut-être. C'était comme parler à un mur de glace. Ce qui m'a le plus blessée, c'est la manière dont ses yeux scrutaient ma maison, plissant le nez lorsqu'elle goûtait ma cuisine, comme si elle était indigne d'elle. Ma blanquette, que j'avais perfectionnée pendant des décennies, elle l'a à peine touchée. « Maman, c'est délicieux, comme toujours », a dit Michel pour combler le silence gênant qui s'était installé. Valérie, elle, jouait avec les légumes dans son assiette, écartant chaque morceau comme s'il était empoisonné. Ses ongles vernis de rouge contrastaient avec la simplicité de ma vaisselle en porcelaine. « Aimes-tu cuisiner, Valérie ?» ai-je demandé avec espoir, en lui servant un peu plus de sauce. Elle a levé les yeux, une expression indéchiffrable sur le visage. « Je n'ai pas le temps pour ça », a-t-elle répondu sèchement. « Je préfère commander ou aller dans des restaurants corrects. » Le mot « correct » m'a transpercé le cœur comme une flèche. Ma cuisine n'était pas correcte. Ma maison n'était pas correcte. Michel a toussé, mal à l'aise, et a changé de sujet, mais le message était clair. Pour Valérie, tout ce qui m'appartenait était inférieur. Les semaines suivantes ont été de plus en plus pénibles. Quand elle venait, Valérie s'asseyait au bord du canapé, comme si elle craignait de se salir, vérifiant constamment son téléphone avec un air ennuyé. Elle ne demandait jamais comment j'allais, ne montrait aucun intérêt pour moi.
Claire, ne seras-tu pas heureuse d'avoir plus de temps pour toi après notre mariage ?» m'a-t-elle dit un jour, pendant que je préparais du café. Ces mots sonnaient comme un adieu prématuré, comme si elle planifiait déjà de m'écarter de la vie de Michel. « Plus de temps ?» J'adore passer du temps ai-je avec vous. répété, confuse. Elle a échangé un regard avec Michel. Un regard que je n'ai compris qu'après, mais qui était le prélude à leur plan. La préparation du mariage est devenue un cauchemar. Valérie prenait toutes les décisions sans me consulter, comme si j'étais invisible. La femme de ménage pourrait aider avec les décorations, l'ai-je entendu dire au téléphone. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'elle parlait de moi. Quand j'ai proposé de faire le gâteau de mariage, une tradition familiale, Valérie a éclaté d'un rire qui m'a glacé le sang. « Oh non, belle maman. Laissons ça aux professionnels. On ne veut pas d'un gâteau fait maison pour une telle occasion. » Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma cuisine, serrant le tablier que ma mère m'avait offert pour mon propre mariage. Mes gâteaux avaient égayé des anniversaires, des baptêmes, des fêtes. Mais pour Valérie, ils étaient juste « fête maison », un terme qu'elle prononçait comme une insulte. Le jour du mariage est arrivé comme une tempête inévitable. Je me suis levée à l'aube pour me préparer, choisissant une robe violette élégante achetée spécialement pour l'occasion. Je suis passée chez le coiffeur du quartier, où Madame Jeanne m'a fait une coiffure qui m'a rajeunie de 10 ans. « Tu es magnifique, Claire », m'a-t-elle dit en me regardant dans le miroir. « Ton fils sera si fier. » Bobit. Ces mots m'ont redonné espoir. Peut-être ce jour marquerait-il un nouveau départ avec Valérie. Je suis arrivée tôt à l'église Saint-Pierre de Bordeaux, comme toujours, pour m'assurer que tout était parfait. Les invités ont commencé à arriver, et je recevais leurs compliments avec un sourire sincère. « Michel est si beau, il a l'air heureux. Tu dois être fière. » Mais lorsque la cérémonie a commencé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Valérie avait organisé les places de manière à me reléguer au 5e rang, derrière ses amis de travail, derrière des voisins qui connaissaient à peine Michel. La mère du marié, au 5e rang, comme une simple invitée. J'ai dû tendre le cou pour voir mon fils marcher vers l'autel. Les mères des amis de Valérie, des femmes qui n'avaient jamais consolé Michel lors de ses nuits. De fièvre, avaient de meilleures places que moi. J'ai ravalé ma douleur et gardé mon calme. Mais quelque chose en moi s'est fissuré. À la réception, dans une salle élégante des Chartrons, les choses ont empiré. Valérie me présentait comme la maman de Michel, jamais comme sa belle-mère ou par mon nom. J'étais réduite à une fonction, un objet sans personnalité. « C'est elle qui cuisine très bien », ajoutait-elle avec son sourire faux, résumant ma vie à un rôle domestique. Quand est venu le moment des toasts, j'avais préparé un discours émouvant sur Michel, sur son enfance. Mes vœux pour leur avenir. Mais Valérie a orchestré la soirée comme une chef d'orchestre, donnant la parole à ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, même ses collègues. « Et le toast de la mère du marié ?» a demandé quelqu'un. Valérie m'a regardé avec un sourire glacial. « Oh, bien sûr, Madame Claire veut dire quelque chose de court. » Je me suis levée, les jambes tremblantes, sentant tous les regards sur moi. « Je veux remercier Dieu pour ce jour spécial », ai-je commencé. Mais à peine avais-je prononcé la 2e phrase que Valérie a applaudi, coupant mon discours. Les autres ont suivi, et ma voix s'est noyée dans les applaudissements forcés. Pendant le dîner, j'étais assise à une table au fond avec des inconnus, des cousins éloignés de Valérie qui parlaient entre eux comme si je n'existais pas. De là, je voyais Michel rire avec sa nouvelle belle famille, absorbé par sa nouvelle vie, tandis que je mâchais un plat de fade qui avait le goût de ma solitude. Quand les danses ont commencé, Michel a dansé avec Valérie, puis avec sa mère, puis avec ses sœurs. J'ai attendu, ajustant ma robe, maintenant un sourire figé. Mais la musique s'est arrêtée, et Michel ne s'est jamais tourné vers moi. « Tu ne danses pas avec ta mère ?» a demandé mon vieil ami Bernard, venu me saluer. Michel a ri nerveusement. « Oui, bien sûr, tout de suite. » Mais il a continué à danser avec d'autres invités, tandis que je restais immobile, devenant de plus en plus invisible. Vers 11h du soir, épuisée de faire semblant, j'ai décidé de partir. Je me suis approchée de Michel pour lui dire au revoir. « Mon fils, je vais rentrer », ai-je murmuré en touchant son bras.
Il m'a embrassé rapidement, distrait par la musique et les rires. « Merci pour tout, maman. Je t'aime, » a-t-il dit, mais ses yeux étaient déjà ailleurs. Valérie a surgi à ses côtés, comme une ombre possessive. « Merci d'être venue, belle maman, » a-t-elle dit, mais son ton ressemblait à un adieu définitif. En marchant vers ma voiture, portant le cadeau que j'avais préparé avec tant d'amour, j'ai entendu Valérie plaisanter avec ses amis. Mais vous savez comment sont les belles-mères, toujours à vouloir tout contrôler. Leurs rires m'ont suivi jusqu'au parking. Je suis montée dans ma vieille Peugeot, les mains tremblantes, retenant mes larmes. Pendant 30 ans, j'avais été le centre du monde de Michel. En une nuit, j'étais devenue un obstacle à éliminer. Le trajet de retour vers Saint-Émilion m'a semblé interminable. Les lumières de la route s'estompaient sous mes larmes. À la radio, une vieille chanson de Charles Aznavour parlait d'amour et de promesses, me rappelant les danses avec mon défunt mari lors de notre mariage, il y a tant d'années. Il m'avait promis de toujours me protéger, mais maintenant, j'étais seule face à cette nouvelle réalité. En arrivant chez moi après minuit, les pieds enflés et le cœur brisé, j'ai enlevé mes chaussures à l'entrée et marché pieds nus jusqu'à ma chambre. Le froid du carrelage soulageait à peine ma douleur. La robe violette, choisie avec tant de soin, me semblait désormais ridicule, le costume d'une vieille femme qui avait cru qu'elle comptait encore. Les jours suivants furent un mélange de silence et d'attente. J'espérais un appel de Michel, une conversation sur leur lune de miel, une question sur mon bien-être. Mais mon téléphone restait muet. Une semaine après le mariage, j'ai pris l'initiative de l'appeler. « Bonjour, mon fils, comment vas-tu ? Comment était votre voyage ?» ai-je demandé, feignant la joie. Sa réponse fut brève, distante. « Très bien, maman. Valérie te salue. Écoute, je te rappelle, on est occupé à ranger la maison. » La maison. Il ne disait plus « chez nous » ou « ma maison ». Juste « la maison », comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. 3 jours plus tard, sans nouvelles, j'ai décidé de préparer ses biscuits préférés, des sablés aux noisettes qu'il adorait depuis l'enfance, et de les lui apporter. J'avais mis mon plus beau chemisier bleu, conduit jusqu'à leur appartement à Bordeaux, le cœur plein d'espoir. J'ai sonné, espérant voir le sourire de Michel. Mais c'est Valérie qui a ouvert, vêtue d'un peignoir en soie bordeaux qui semblait hors de prix, ses cheveux relevés en un chignon parfait. « Oh, belle maman, quelle surprise !» a-t-elle dit sans la moindre chaleur. « J'ai apporté des biscuits pour Michel, » ai-je expliqué, montrant le panier orné d'un ruban jaune. Ce sont ses préférés. Valérie prit le panier sans m'inviter à entrer, examinant les biscuits comme s'ils étaient suspects. Quel charmant geste. Michel est en réunion, mais je lui dirai que vous êtes passé. Je suis restée sur le seuil, comme une vendeuse à domicile, espérant un verre d'eau ou une question sur ma santé. Mais Valérie refermait déjà la porte. « Merci pour les biscuits, belle maman. Bonne journée. » Le claquement de la porte résonnait comme une sentence. Sur le chemin du retour, les larmes brouillaient ma vue. Je me suis arrêtée sur le bas-côté pour pleurer, frappant le volant de mes mains ridées. Comment en étais-je arrivée là ? Comment avais-je laissé cette femme m'arracher mon fils si facilement ? Cette nuit-là, seule devant la télévision, je me suis souvenue des paroles de mon mari avant sa mort. « Claire, si quelque chose m'arrive, ne laisse personne te marcher dessus. Tu es plus forte que tu ne le crois, et tu as plus que tu ne l'imagines. » À l'époque, je n'avais pas compris, mais maintenant, ces mots prenaient tout leur sens. Le lendemain, j'ai décidé de fouiller dans les papiers que mon mari m'avait laissés. J'ai sorti le coffre-fort du placard, celui qui contenait nos documents importants, et j'ai commencé à les trier. Acte de naissance, contrat de mariage, titre de propriété de la maison, assurance. Puis, j'ai trouvé une enveloppe Kraft qui allait tout changer. À l'intérieur, le titre de propriété d'un domaine que j'avais oublié. Un vignoble de 200 hectares à Pomerol, hérité par mon mari de son oncle, désormais à mon nom. Le document était clair.
J'étais l'unique propriétaire d'un des vignobles les plus prospères de la région. Mon cœur s'est emballé en lisant les détails. La propriété incluait des terres viticoles, une maison principale de 5 chambres, des chais et des logements pour le personnel. Selon l'évaluation récente, sa valeur me permettrait de vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours et de laisser un héritage conséquent. Mais l'argent n'était pas le plus important. C'était le pouvoir. Le pouvoir de contrôler mon destin, de ne dépendre de personne, de ne plus mendier l'affection. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sincèrement. J'ai rangé les documents sur un lieu sûr et décidé de ne rien dire, ni à Michel, ni surtout à Valérie. Mon instinct me disait que cet héritage serait mon atout. Cette même semaine, mon instinct s'est révélé juste. Valérie a commencé à m'appeler avec une fréquence suspecte. Non pour prendre de mes nouvelles, Michel et moi mais pour sonder que vous finances. seriez plus à l'aise dans un logement plus petit, m'a-t-elle dit lors d'un appel, avec une fausse désinvolture. Cette maison doit être lourde à gérer à votre âge. N'avez-vous jamais pensé à la vendre pour un appartement plus pratique ? Ces mots m'ont glacé. La subtilité avec laquelle elle suggérait que je me débarrasse de ma maison était terrifiante. « Non, ma chère, je suis très bien ici, » ai-je répondu doucement. Cette maison est pleine de souvenirs. Bien sûr, mais avec l'argent de la vente, vous pourriez vous offrir du luxe, voyager. Et nous pourrions gérer cet argent pour qu'il fructifie, a-t-elle insisté, sa voix mielleuse me donnant la nausée. 2 jours plus tard, Michel est venu me voir, mais pas pour une visite chaleureuse. « Maman, Valérie et moi avons parlé de ton avenir, » a-t-il commencé, assis sur le canapé où je le consolais enfant. « Ton avenir » ai-je demandé, feignant l'innocence, bien que je devinais la suite. Il évitait mon regard, comme lorsqu'il faisait une bêtise petite. « Cette maison est trop grande pour toi. Tu sembles fatigué, stressé. Valérie connaît un excellent agent immobilier qui pourrait l'évaluer et en tirer un bon prix. » La douleur fut physique, comme un coup de poignard. Mon fils, que j'avais élevé avec amour, voulait me convaincre de vendre la maison où il avait grandi, où nous avions construit nos souvenirs. « Mon fils, penses-tu vraiment que je devrais vendre ?» ai-je demandé, cherchant une trace de l'enfant que je connaissais. Pendant un instant, j'ai vu une hésitation, un combat intérieur. « C'est que Valérie a raison. Tu devrais profiter de la vie, avoir moins de soucis, » a-t-il murmuré, mais sa voix semblait réciter un script. Cette nuit-là, après son départ, je me suis assise dans ma cuisine avec une tisane à la camomille et j'ai pris une décision. J'ai appelé mon amie Sophie, ma confidente depuis 40 ans. « Sophie, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, mais promets-moi que ça reste entre nous, » ai-je dit. Sa voix est devenue sérieuse. « Bien sûr, Claire, que se passe-t-il » Je lui ai tout raconté. L'attitude de Valérie, son comportement au mariage, leur tentative de me pousser à vendre, et l'héritage du vignoble que j'avais gardé secret. « Mon Dieu, Claire, un vignoble de 200 hectares. Et tu n'as rien dit ?» s'est-elle exclamée. « Heureusement que tu t'es tue, cette fille a l'air d'un requin. » Ces mots ont confirmé mes soupçons. « Sophie, j'ai peur qu'il prépare quelque chose de grave. La façon dont elle me regarde, comme si j'étais un obstacle. » Sophie m'a interrompue avec fermeté. « Demain, nous irons voir un avocat. Tu dois protéger tes biens avant que ces vautours ne découvrent ce que tu possèdes. Et ne signe rien sans me consulter. » Le lendemain, Sophie est venue me chercher tôt. Elle avait contacté un avocat de confiance, Maître Robert, dont le cabinet se trouvait dans le centre de Bordeaux. C'était un homme âgé, aux cheveux gris et au regard perçant, ayant traité des cas similaires pendant des décennies. « Madame Claire, d'après ce que votre amie me raconte, vous êtes dans une situation délicate, » m'a-t-il expliqué après avoir examiné mes documents. « Il est fréquent que des proches, bien intentionnés ou non, fassent pression sur des personnes âgées pour transférer leurs biens. Je vous conseille de protéger légalement tout ce que vous possédez. » Il a étalé mes documents sur son bureau en acajou. « Ce que vous avez là est considérable. Ce vignoble vaut plus que bien des fortunes familiales. Ce qui m'inquiète, c'est le comportement que vous décrivez. D'abord, il vous isole émotionnellement.
puis vous font sentir incapables de gérer vos affaires avant de proposer une solution qui les avantage. Ces mots décrivaient exactement ma situation. Sophie a serré ma main. Raconte-lui l'histoire du notaire. Je lui ai parlé de la visite de Valérie avec Pierre, le notaire, et de leur arrivée sans prévenir, comme des prédateurs. Typique, a murmuré maître Robert, prenant des notes. Ils amènent un notaire de confiance, prêt à fermer les yeux sur des irrégularités, et font pression pour signer sous prétexte de simplifier les choses. J'ai demandé, tremblante, « Que puis-je faire pour me protéger ?» Il a souri. « Beaucoup. Nous pouvons créer une fiducie irrévocable, documenter toute tentative de coercition et nous préparer pour quand ils révéleront leurs vraies intentions. » Nous sommes sortis du cabinet avec un plan clair et des documents protégeant mes biens. Mais surtout, j'avais la certitude que je n'étais pas folle, que mes soupçons étaient fondés. Sophie m'a invitée à dîner chez elle, où son mari Paul m'a accueillie avec une étreinte chaleureuse. « Claire, cette fille a des yeux de rapace, » m'a-t-il dit en dégustant le coq au vin de Sophie. Au mariage, elle passait son temps en train de forcer mes craintes. Les jours suivants, j'ai maintenu ma routine, mais avec une vigilance accrue. Chaque appel, chaque visite, chaque commentaire sur mon âge ou mon besoin d'aide était analysé avec une clarté nouvelle, comme si j'avais aiguisé mes sens pour déceler les intentions cachées. Je passais mes matinées à jardiner, à tailler les rosiers que j'avais plantés autour de ma maison à Saint-Émilion, ou à préparer des confitures de fraises, une recette que ma grand-mère m'avait apprise. Ces gestes simples me rappelaient qui j'étais, une femme ancrée dans ses souvenirs, dans sa terre, dans son histoire. Mais au fond de moi, une tension grandissait, une intuition que le pire était encore à venir. Un mercredi après-midi, alors que j'arrosais mes rosiers sous un ciel clair, j'ai vu la voiture de Michel, une Renault gris métallisée, se garer devant ma maison. Mon cœur s'est accéléré, non pas de joie comme autrefois, mais d'une appréhension sourde. Quand il est descendu, accompagné de Valérie, j'ai su que le moment que je redoutais était arrivé. Valérie portait une robe bleu marine impeccablement coupée et un dossier volumineux sous le bras, son air suffisant trahissant son assurance. « Bonjour, maman », m'a salué Michel avec un sourire crispé, un sourire qu'il avait perfectionné depuis son mariage. « Pouvons-nous entrer ? Nous voulons discuter de quelque chose d'important. » Je les ai invités dans le salon, cet espace où Michel jouait avec ses petites voitures quand il était enfant, où je lui lisais des contes de Perrault avant qu'il ne s'endorme, où nous regardions ensemble des vieux films en noir et blanc. Cet endroit, autrefois rempli de rire et de chaleur, était maintenant un tribunal où j'étais l'accusé. Je me suis assise dans mon vieux fauteuil en velours, celui où je berçais Michel bébé, et j'ai attendu qu'ils déploient leur stratégie. « Maman, nous sommes très inquiets pour toi », a commencé Michel, adoptant un ton paternaliste qui sonnait faux, comme s'il récitait un rôle appris par cœur. « Valérie et moi pensons que tu as besoin d'aide pour gérer tes affaires financières. À ton âge, il est normal de se sentir dépassé par tant de responsabilités. » Valérie a ouvert son dossier avec la précision d'un général déployant ses cartes de bataille. « Belle maman, nous avons consulté des spécialistes en gestion de patrimoine pour les personnes du 3e âge, » a-t-elle déclaré, sa voix mielleuse masquant à peine ses intentions. « Ils s'accordent tous à dire que le mieux serait de simplifier votre patrimoine, de tout concentrer dans des investissements plus sûrs et plus gérables. » « Des spécialistes ?» ai-je demandé, feignant la confusion, alors que la colère montait en moi comme une vague. « Quels spécialistes ? Je n'ai parlé à aucun d'entre eux. » Mon esprit enregistrait chaque mot, chaque geste, comme maître Robert me l'avait conseillé. Michel a répondu avec une patience exagérée, celle qu'on utilise pour parler à un enfant. « C'est justement pour ça, maman. Tu n'as pas eu l'orientation adéquate. Valérie connaît des gens très compétents qui peuvent t'aider à protéger ton argent et assurer ton avenir. » Valérie a sorti une pile de documents de son dossier, les étalant sur ma table basse comme un joueur de poker, révélant un jeu gagnant. « Regardez, belle maman, voici une proposition très avantageuse, a-t-elle dit, pointant des lignes de texte
rempli de jargon financier. Un fonds d'investissement qui vous offrirait des rendements garantis. Bien mieux que de garder votre argent immobilisé dans des propriétés qui demandent un entretien constant et vous causent des soucis. J'avais faim d'examiner les papiers avec l'air fatigué d'une vieille femme confuse, mais en réalité, je mémorisais chaque détail. Les documents proposaient la vente de ma maison de Saint-Émilion et le transfert des fonds vers un compte joint où Michel et Valérie auraient un pouvoir de décision total, soi-disant pour me protéger d'éventuelles escroqueries. Et où vivrais-je si je vends la maison ? Ai-je demandé d'une voix tremblante, jouant parfaitement le rôle de la grand-mère vulnérable qu'ils espéraient manipuler. Valérie a souri avec cette fausse douceur qu'elle maîtrisait si bien. « Oh, belle maman, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons trouvé une résidence pour seniors absolument charmante, avec des soins médicaux disponibles 24 heures sur 24. Vous seriez tellement plus en sécurité et à l'aise là-bas. » Les mots « résidence pour seniors » ont résonné dans ma tête comme des cloches funèbres. Leur plan était limpide. Me dépouiller de ma maison, contrôler mon argent, et m'enfermer dans une institution où je ne serais plus un obstacle à leur vie parfaite, le tout enveloppé dans une façade d'inquiétude filiale. Une résidence pour seniors ? Ai-je répété, laissant ma voix se briser légèrement bien ici, dans ma maison, avec tous nos souvenirs. Valérie et Michel ont échangé un regard complice, une communication silencieuse que j'avais appris à détecter. « Maman, nous savons que c'est difficile à accepter, » a insisté Michel, se penchant vers moi avec un sourire condescendant. « Mais en résidence, tu aurais de la compagnie, des activités, des soins médicaux. Nous pourrions te rendre visite quand nous le voudrions, sans nous inquiéter pour ta sécurité. Quand nous le voudrions, pas tous les jours, pas régulièrement, mais selon leur convenance, comme on rend visite à un animal dans une pension. » Valérie a continué, sortant encore plus de papiers de son dossier, apparemment sans fond. « Nous avons calculé qu'avec la vente de cette maison et quelques investissements intelligents, vous pourriez vivre très confortablement, sans vous soucier de rien. Nous nous chargerions de toutes les démarches et décisions financières. » Là était le piège ultime. Ils contrôleraient mon argent pendant que je végéterais dans un établissement, attendant leurs visites sporadiques et remerciant les miettes d'attention qu'ils daigneraient m'accorder. C'était un plan d'une cruauté brillante, exécuté avec la précision d'un chirurgien financier. « Et si je ne veux pas vendre la maison ?» ai-je murmuré, comme si l'idée venait juste de me traverser l'esprit. Valérie a poussé un soupir théâtral, comme une enseignante patiente expliquant une leçon à un enfant lent. « Belle maman, nous comprenons que c'est difficile à accepter, mais à votre âge, il n'est plus sûr de vivre seul dans une maison aussi grande. Que se passerait-il si vous tombiez et qu'il n'y avait personne pour vous aider ? Ou si quelqu'un profitait de votre bonté pour vous escroquer ? » L'ironie de ces paroles m'aurait fait éclater de rire si je n'avais pas été si furieuse. Elle, qui était en train de tenter de m'escroquer, m'avertissait des dangers d'hypothétiques escrocs. L'audace était stupéfiante. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » ai-je murmuré, me frottant les tempes comme si j'avais une migraine soudaine. « C'est beaucoup à encaisser d'un coup. » Michel s'est levé et m'a enlacée, un geste qui ressemblait plus à une formalité qu'à un élan d'affection. « Bien sûr, maman, prends le temps qu'il te faut. » « Mais pas trop, hein, ces opportunités d'investissement n'attendent pas toujours, » a-t-il dit, sa voix teintée d'une impatience mal dissimulée. Valérie a rangé ses documents avec la satisfaction de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné la partie. Après leur départ, je suis restée assise dans mon salon, les mains tremblantes, non pas de vieillesse, mais d'une rage contenue qui bouillonnait en moi. J'ai pris mon téléphone et appelé Maître Robert immédiatement. « Avocat, ils sont venus aujourd'hui, exactement comme vous l'aviez prédit, » lui ai-je dit, ma voix entrecoupée par l'émotion. « Ils veulent que je vende tout, que je parte en maison de retraite, et qu'ils gèrent mon argent. » Sa réponse était calme, mais ferme. « Madame Claire, voici la partie la plus importante. Ne signez absolument rien,
rien, quelle que soit la pression qu'ils exercent. Et si possible, enregistrer toutes les conversations futures avec eux. Nous devons documenter leurs véritables intentions. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je marchais dans ma maison comme un fantôme, touchant chaque meuble, chaque photographie, chaque objet chargé d'histoire. La chaise berçante où j'avais allaité Michel, la table où nous faisions ses devoirs d'école, le piano où je jouais des berceuses pour l'endormir quand il faisait des cauchemars. Tout cela serait vendu, liquidé, dispersé aux 4 vents pour satisfaire la convoitise d'une femme qui n'avait jamais vu mon fils vulnérable, qui ne connaissait pas les nuits blanches que j'avais passées à son chevet. Cette femme voyait dans mon amour maternel un simple obstacle à ses ambitions financières. Le lendemain, Sophie est arrivée tôt, apportant un petit enregistreur numérique prêté par son petit-fils. « Comadre, c'est très simple à utiliser », m'a-t-elle expliqué, me montrant le petit appareil gris. « Appuie sur ce bouton, et il enregistre tout. Garde-le dans ton sac ou la poche de ton tablier s'ils reviennent. » Pendant 3 jours, j'ai vécu dans un état de calme tendu, attendant leur prochain mouvement comme un joueur d'échecs, anticipant les coups de l'adversaire. Chaque sonnerie de téléphone, chaque bruit de voiture dans l'allée me mettait sur le qui-vive. Le vendredi après-midi, le téléphone a sonné. C'était Valérie, sa voix mielleuse perfectionnée pour manipuler. « Belle maman, avez-vous eu le temps de réfléchir à notre proposition ?» a-t-elle demandé, une fausse douceur dans le ton. Nous avons trouvé un endroit magnifique dans une maison de retraite, mais il faut réserver vite. Dans sa voix, Il y a confirmé leur impatience à conclure l'affaire avant que je ne puisse trop réfléchir ou consulter quelqu'un. « Oui, ma petite, j'ai beaucoup réfléchi, » ai-je répondu, jouant le rôle de la vieille femme indécise. « Pourriez-vous venir demain pour m'expliquer à nouveau tous les détails ? À mon âge, j'oublie parfois les choses. » Je pouvais presque sentir son sourire triomphant à travers le téléphone. « Bien sûr, belle maman, demain après-midi, nous passerons avec tous les papiers. Vous verrez, c'est la meilleure décision pour tout le monde. » Pour tout le monde, comme si me dépouiller de ma maison et de mon autonomie était un acte de générosité envers mes bourreaux. Le samedi après-midi, ils sont arrivés, ponctuels comme des vautours à un rendez-vous avec leur proie. Cette fois, ils étaient accompagnés de Pierre, le notaire qui était apparu à ma porte une semaine plus tôt. C'était un homme mince, avec une moustache claire soigneusement taillée, portant une mallette en cuir qui semblait contenir les outils de leur complot. Il examinait ma maison avec des yeux de taxateur, feignant une courtoisie de façade. « Madame Claire, quel plaisir de vous revoir !» m'a-t-il salué, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je viens pour faciliter toutes les démarches dont vous avez besoin. Plus vite nous réglons cela, moins nous aurons de complications. » Mon enregistreur était allumé, discrètement glissé dans la poche de mon tablier, capturant chaque mot de cette mascarade légale. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où j'avais bercé Michel quand il était bébé, et je les ai laissés déployer leur théâtre de fausses préoccupations. « Maman, nous avons apporté tous les documents prêts, » a annoncé Michel, étalant une pile de papier sur la table basse. « Tu n'as qu'à signer ici et là, et nous nous occupons de tout le reste. » Son doigt pointait des lignes pointillées, comme s'il désignait des tombes dans un cimetière. Valérie s'est assise à côté de moi, adoptant une proximité forcée, comme une vendeuse agressive. « Belle maman, regardez cette merveille !» a-t-elle dit, me montrant des photographies. « Voici le foyer où vous vivrez. Des jardins magnifiques, une salle de télévision, même des cours de yoga pour le 3e âge. » Les images montraient un lieu qui ressemblait plus à un hôpital déguisé qu'à un foyer accueillant. Pierre a ouvert sa mallette avec une solennité exagérée, sortant un tampon officiel à l'encre bleue et plusieurs formulaires à en-tête notariale. « Madame, ces documents se sont parfaitement rédigés pour protéger vos intérêts, » a-t-il expliqué. La vente de la propriété, le transfert des fonds à une fiducie familiale,
et l'autorisation pour vos proches de gérer vos finances en cas d'incapacité. Le mot « incapacité » m'a frappé comme une gifle. Ils avaient déjà prévu l'étape suivante. Me déclarer mentalement incompétente si je me rebellais contre leurs décisions. C'était un plan si méticuleux qu'il m'a donné des frissons. « Et si je change d'avis après ?» ai-je demandé, la voix tremblante, jouant parfaitement mon rôle de vieille femme confuse. Pierre et Valérie ont échangé un regard que l'enregistreur ne pouvait pas capturer, mais que j'ai gravé dans ma mémoire comme une preuve de leur complicité. « Oh, belle maman, ces décisions sont définitives, pour votre propre protection, » a expliqué Valérie avec cette patience exagérée qu'on utilise avec les enfants. Si nous pouvions changer d'avis à tout moment, n'importe quelle personne mal intentionnée pourrait vous embrouiller et vous faire signer des choses qui ne vous conviennent pas, mal intentionnées. L'ironie était si brutale que j'avais dû me mordre la langue pour ne pas exploser. « Maman, pense à nous, » a ajouté Michel, prenant ma main avec une tendresse que je savais feinte. « Nous serons tellement plus tranquilles en sachant que tu es en sécurité et bien soignée. Nous n'aurons plus à nous préoccuper pour toi. » Nous n'aurons plus à nous préoccuper pour toi, traduit du langage des manipulateurs, signifiait « Nous n'aurons plus à feindre de t'aimer une fois que nous aurons ton argent. » Les larmes qui ont jailli de mes yeux n'étaient pas jouées. C'était la douleur brute d'une mère trahie par le fils qu'elle avait élevé avec tant d'amour. Pierre a sorti un stylo en or de sa veste et l'a posé devant moi, comme s'il s'agissait d'une arme chargée. « Ne pleurez pas, madame, » m'a-t-il consolé avec une froideur professionnelle. « C'est normal de se sentir émotive avec ces changements, mais vous verrez si après, vous serez beaucoup plus tranquille. » J'ai pris le stylo avec des mains tremblantes, l'approchant du premier document. Je pouvais sentir la tension dans l'air, l'attente de mes bourreaux, Valérie se penchant vers moi comme un vampire prêt à mordre. Mais alors, comme envoyé par un ange gardien, la sonnette de ma maison a retenti, une irritation évidente dans la voix. « Non, » ai-je murmuré, me levant lentement. « Ce doit être un voisin ?» J'ai ouvert la porte, et là se tenait Sophie, accompagnée de maître Robert et d'un homme que je ne reconnaissais pas. « Bonsoir, Claire. » m'a salué Sophie, avec un sourire qui m'a instantanément redonné du courage. « J'espère que nous n'arrivons pas au mauvais moment. »« Pas du tout. Entrez, je vous en prie, » ai-je répondu, sentant comme si la cavalerie venait d'arriver. Maître Robert est entré avec l'autorité naturelle d'un avocat expérimenté, suivi de l'homme inconnu, qui portait une caméra vidéo professionnelle. Michel est devenu livide en voyant les nouveaux arrivants. Valérie a tenté de ranger précipitamment les documents, mais Pierre est resté immobile, comme une statue de sel. « Que se passe-t-il ici, maman ?» a demandé Michel, sa voix tremblante de nervosité. « Messieurs, bonsoir !» a salué maître Robert avec une courtoisie froide. « Je suis l'avocat de Madame Claire et je suis très heureux d'être arrivé juste à temps pour superviser cette importante transaction légale. J'imagine que tous les documents sont en parfait ordre et que ma cliente a eu suffisamment de temps pour les examiner avec un conseil juridique indépendant. » Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Pierre a rangé son stylo en or comme s'il lui brûlait les doigts, et Valérie regardait la porte comme si elle calculait la distance pour s'échapper. « Excusez-moi, qui êtes-vous » a tenté Pierre, essayant de reprendre une apparence d'autorité professionnelle. Maître Robert la sourit. Un sourire qu'il avait perfectionné au fil de décennies à démasquer les escrocs. « Robert Dubois, avocate spécialisée dans la protection du patrimoine des personnes âgées. Et voici maître Antoine Lefebvre, du ministère public, spécialisé dans les délits contre les personnes vulnérables. Nous enquêtons sur des cas similaires dans la région et avons décidé de faire une visite de courtoisie. » Le visage de Valérie est passé de la confiance prédatrice à une pâleur de terreur en quelques secondes. Pierre a refermé sa mallette avec des mouvements nerveux, comme si les documents à l'intérieur étaient des preuves accablantes. Michel, quant à lui, restait immobile, me regardant alternativement avec les avocats, comme s'il me voyait vraiment pour la première fois depuis des mois. « Maître, » ai-je dit, m'adressant à Robert, avec la voix la plus ferme que j'avais utilisée depuis des semaines. « Je suis très heureuse que vous soyez arrivé. J'étais sur le point de signer des documents,
et je voulais m'assurer que tout était en règle. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche et l'ai posé sur la table, comme si je dégoupillais une grenade. Maître Antoine Lefebvre a allumé sa caméra et a commencé à enregistrer. Madame, pourriez-vous nous expliquer quel type de document on vous demandait de signer et dans quelles circonstances? Sa voix portait l'autorité légale qui fait trembler les coupables. Valérie a tenté d'interrompre avec un rire forcé. « Oh, maître, je crois qu'il y a un malentendu. Nous aidions juste ma belle-maman avec quelques formalités pour son confort. » Mais sa voix sonnait comme du verre brisé. « Un malentendu ?» ai-je répété, un sourire se dessinant sur mes lèvres, un sourire qui me surprenait moi-même par son assurance. « Appelles-tu un malentendu le fait d'essayer de me faire vendre ma maison, de remettre tout mon argent et de m'envoyer dans une maison de retraite pour que vous gériez mon patrimoine ?» Les mots jaillissaient de moi comme des flèches précises, chacun trouvant sa cible. Pierre s'est levé brusquement, tentant de s'échapper. « Je crois qu'il y a une erreur. Je suis juste venu offrir des services notariés. » Mais maître Lefebvre a discrètement bloqué son chemin vers la porte. « Un instant, collègue, » a-t-il dit avec une courtoisie froide qu'utilisent les procureurs. « J'aimerais examiner ces documents que vous avez préparés. Cela fait partie d'une enquête sur les fraudes immobilières que nous menons. » C'est alors que j'ai décidé de jouer ma carte maîtresse. Je me suis dirigée vers ma chambre, ignorant les regards perplexes de mes visiteurs, et je suis revenue avec le coffre-fort qui contenait l'acte de propriété du vignoble. Je l'ai ouvert cérémonieusement devant tout le monde, savourant chaque seconde de la confusion croissante sur leurs visages. « Regardez comme c'est curieux, » ai-je dit, déployant l'acte sur la table. Il s'avère que mon défunt mari m'a laissé un petit héritage que j'avais oublié de mentionner. Un vignoble de 200 hectares à Pomerol, d'une valeur, eh bien, maître Robert, pourriez-vous leur lire l'évaluation actualisée? Maître Robert a pris le document avec un sourire qui était la Selon quintessence l'expertise la de plus la récente, justice poétique. La propriété a une valeur marchande de 42 millions d'euros, plus le bétail, les machines agricoles et les constructions supplémentaires. Le silence qui a suivi était si absolu qu'on pouvait entendre les battements de mon cœur. Valérie était bouche bée, comme un poisson hors de l'eau. Michel regardait le document comme s'il venait d'une autre planète. 42 millions, ai-je répété, savourant chaque mot, ma voix dégoulinant de sarcasme. Et dire que vous vous inquiétiez de ma pauvreté et de mon incapacité à gérer mes finances. Quelle générosité! Pierre a tenté une ultime manœuvre désespérée. « Madame, cela change tout. Vous avez manifestement besoin de conseils spécialisés pour gérer un patrimoine de cette ampleur. » Mais maître Lefebvre prenait déjà des photos de tous les documents qu'ils avaient apportés. « Vous avez raison, » ai-je répondu avec un sourire radieux. « C'est pourquoi j'ai engagé maître Robert il y a 1 semaine. Il gère déjà toutes mes affaires juridiques et financières. Mais merci de votre sollicitude. » Valérie a retrouvé sa voix, bien qu'elle ressemblait au croassement d'un corbeau blessé. « Belle maman, nous ne savions pas. Je veux dire, nous voulions juste vous aider. » Ses excuses s'effondraient comme un château de sable sous une vague. « Mais aider ?» ai-je dit, me levant de mon fauteuil avec une dignité que j'avais presque oublié posséder. « Mais l'aider en vendant ma maison sans me consulter? Mais aider en me plaçant dans une maison de retraite contre ma volonté? Mais aider en me volant le contrôle de ma propre vie? » Michel a enfin parlé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai reconnu une trace de mon fils dans sa voix. « Maman, nous pensions que c'était mieux pour toi. » Il y avait des larmes dans ses yeux, mais je ne savais pas si elles étaient sincères ou nées de la frustration d'avoir été démasquée. « Mieux pour moi ?» ai-je répété doucement, ma voix chargée d'une douleur ancienne. « Mieux aurait été que vous me demandiez ce que je voulais. Mieux aurait été que vous respectiez mes décisions. Mieux aurait été que vous continuiez à me voir comme votre mère, et non comme un obstacle à votre bonheur. » Maître Robert a posé une main protectrice sur mon épaule. « Madame Claire, je crois qu'il est temps que ces messieurs se retirent. Nous avons suffisamment de matériel documenté pour procéder légalement si besoin est. » Pierre a pratiquement couru vers la porte,
suivi de près par Valérie, qui ne prenait plus la peine de maintenir son masque de belle fille attentionnée. Michel est resté quelques secondes de plus, me regardant avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. « Maman, a-t-il murmuré, pourrons-nous parler plus tard ?» Pour la première fois depuis des mois, sa question semblait sincère, sans arrière-pensée. J'ai acquiescé lentement, sans m'engager. Après leur départ, je suis restée dans mon salon, entourée de mes véritables alliés, Sophie, maître Robert et maître Lefebvre. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment en sécurité chez moi, dans cette maison qui portait les marques de ma vie, de mes joies, de mes peines. Nous avons discuté pendant des heures, planifiant les prochaines étapes pour protéger mes biens et documenter les tentatives de fraude. Sophie m'a serrée dans ses bras avant de partir. « Claire, tu es une lionne, » m'a-t-elle dit, les yeux brillants. « Tu as transformé leur piège en triomphe. » 3 mois plus tard, je suis assise sur le porche de mon vignoble à Pomerol, regardant le soleil se coucher sur mes terres, peignant le ciel d'orange et de rose. Michel vient me rendre visite une fois par semaine, tentant de reconstruire la relation qu'il a presque détruite pour plaire à une femme qui ne voyait en lui qu'un moyen d'accéder à la richesse. Valérie a essayé de me contacter plusieurs fois, laissant des messages pleins de fausses excuses, mais ils vont directement à la messagerie vocale. On raconte qu'elle a divorcé de Michel lorsqu'elle a réalisé que je n'étais pas la veuve fragile et sans ressources qu'elle avait imaginé. Elle a quitté Bordeaux, peut-être pour chercher une nouvelle proie ailleurs. Maintenant, j'aide d'autres femmes âgées confrontées à des situations similaires. Ma maison à Saint-Émilion est devenue un refuge, un lieu où elles peuvent venir partager leurs histoires, trouver du soutien et recevoir des conseils juridiques gratuits grâce à l'équipe que Maître Robert a constituée. À 69 ans, j'ai enfin compris les derniers mots de mon mari. J'avais plus que je ne l'imaginais, et j'étais plus forte que je ne le croyais. Ce vignoble, ces 200 hectares de liberté, m'ont donné bien plus qu'une sécurité financière. Ils m'ont rendu ma dignité, ma voix, mon pouvoir. 6 mois après cet après-midi qui a changé ma vie à jamais, je me trouve sur la terrasse de mon vignoble, une tasse de café fumant entre les mains, regardant le soleil se mêle au parfum des citronniers que j'ai plantés la semaine dernière, créant une symphonie d'odeurs qui me rappelle chaque matin pourquoi il valait la peine de me battre. La maison principale du vignoble est devenue quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Un sanctuaire pour les femmes comme moi. Celles qu'on essaye de rendre invisibles, celles qu'on pousse à abandonner leur indépendance sous prétexte de leur âge. Chaque semaine, je reçois des lettres, des appels et des visites de femmes qui ont entendu mon histoire et y reconnaissent dans leur propre cauchemar. « Madame Claire, me disent-elles d'une voix tremblante, ma belle-fille veut que je vende ma maison. » Ou encore, mon fils dit que je ne peux plus gérer mon argent. Hier, une veuve de 60 ans, prénommée Colette, est arrivée avec une petite valise et le poids immense d'une trahison familiale. Mes propres enfants me tiennent captive dans ma maison, m'a-t-elle confié, les larmes aux yeux. Ils prennent ma pension, m'empêchent de sortir seule, disent que c'est pour mon bien. Je l'ai installée dans la chaise berçante où je pleurais autrefois ma solitude. Je lui ai servi une tisane à la camomille dans une tasse de porcelaine fine, et je lui ai raconté mon histoire. Quand j'ai fini, ses yeux brillaient d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Puis-je vraiment reprendre le contrôle de ma vie ? M'a-t-elle demandé, la voix fragile comme celle d'une enfant perdue. Non seulement tu le peux, ai-je répondu en prenant ses mains ridées dans les miennes, mais tu en as le droit. Et tu n'es pas seul dans cette lutte. Et le lendemain, Maître Robert a examiné son cas et découvert que la déclaration d'incapacité obtenue par ses enfants comportait des irrégularités légales. Quelques semaines plus tard, Colette a récupéré sa liberté et son argent. Elle sourit maintenant chaque jour et ses enfants ont dû rendre des comptes devant la justice. Mon histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la région. Des journalistes de Bordeaux, de Toulouse et même de Paris sont venus m'interviewer. Des travailleurs sociaux m'invitent à donner des conférences dans des associations pour seniors. J'ai reçu des lettres de femmes aussi loin que Marseille, Lyon et même Genève ou Bruxelles.
Votre courage m'a inspiré à défendre mes droits, a écrit une dame de Nice. Grâce à votre exemple, ma famille ne me traite plus comme si j'étais invisible, m'a remercié une autre depuis Strasbourg. Ces mots sont comme des joyaux, chacun me rappelant que ma lutte a un sens bien au-delà de ma propre vie. Tout n'a pas été facile. Les visites de Michel restent teintées de malaise. Nos premières conversations, après l'incident, étaient pleines de silence inconfortable, d'excuses qui sonnaient creuses. Mais peu à peu, j'ai vu l'enfant que j'avais connu réapparaître derrière les yeux de l'homme qui avait laissé une femme le manipuler. « Maman, m'a-t-il dit, il y a 2 semaines. Alors que nous marchions entre les rangs de vignes, je ne sais pas comment te demander pardon pour ce que je t'ai fait. C'était comme si j'étais hypnotisée, incapable de voir l'évidence. » Ses larmes semblaient sincères, et pour la première fois depuis son mariage, j'ai reconnu mon fils, celui qui courait vers moi après l'école pour m'enlacer. « Mon fils ?» ai-je répondu, m'arrêtant pour le regarder dans les yeux. Le pardon ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec des actes, pas avec des mots. Il a acquiescé solennellement, comprenant que la réconciliation serait un long chemin, pavé de patience et de preuves de son repentir. Nous avançons doucement, pas à pas, et chaque dimanche qu'il passe ici, à parler, à rire, à replanter des souvenirs est une petite victoire. Valérie, de son côté, a disparu de nos vies aussi vite qu'elle y était entrée. Selon Sophie, qui a des contacts partout, elle a tenté de poursuivre Michel pour obtenir la moitié de ses biens lors du divorce, mais elle a découvert qu'il avait suivi mes conseils et protégé son patrimoine légalement. Elle a quitté Bordeaux sans un mot, probablement à la recherche de sa prochaine victime. Je ne lui souhaite ni malheur, ni bonheur. Elle est simplement devenue une ombre, un souvenir d'une bataille que j'ai gagnée. Pierre, le notaire corrompu, a perdu sa licence professionnelle après que Maître Lefebvre a présenté les preuves de sa participation à un réseau de fraude contre des personnes âgées. L'enregistrement de notre conversation a été la clé pour démanteler cette organisation qui avait escroqué des dizaines de seniors dans la région. Certains d'entre eux m'ont écrit pour me remercier, disant que sans mon courage, ils auraient tout perdu. Ces lettres, rangées soigneusement dans une boîte en bois que j'ai placée près de mon lit, sont un rappel constant que ma voix a compté. Sophie reste ma compagne des maisons du personnel du vignoble, non pas comme employée, mais comme une partenaire dans cette mission que nous avons embrassée. Ensemble, nous gérons le refuge, organisons des ateliers sur les droits des seniors et planifions des voyages que nous n'avions jamais osé faire dans notre jeunesse. Qui aurait cru qu'à 70 ans, nous deviendrions des activistes ? M'a-t-elle dit hier, en riant, alors que nous triions les demandes d'aide juridique arrivées par courrier. J'ai souri, repensant à la femme timide que j'étais il y a 1 an, celle qui se contentait des miettes d'attention et laissait les autres décider de son destin. Maître Robert est devenu bien plus qu'un avocat. Il est le directeur juridique de la fondation que nous avons créée, un organisme dédié à la protection des droits des personnes âgées. Nous avons réussi à faire modifier plusieurs lois locales dans la région Nouvelle-Aquitaine pour mieux protéger les seniors contre les abus financiers. Nous travaillons maintenant avec des législateurs à Paris pour des réformes nationales. Madame Claire, m'a-t-il dit lors de notre dernière réunion, vous avez accompli en 6 mois ce que beaucoup d'organisations n'ont pas réussi en des décennies. Votre histoire est une révolution. Chaque soir, avant de me coucher, je fais un tour dans les jardins du vignoble. Les rosiers que j'ai plantés l'année dernière sont en pleine floraison, leurs pétales roses et rouges dansant dans la brise du soir. Sous le grand chêne qui domine la propriété, nous avons installé une boîte aux lettres spéciales où les femmes qui passent par le refuge laissent des messages avant de partir. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer ma dignité, a écrit une femme de Toulouse. Merci de m'avoir montré que l'amour-propre n'a pas de date d'expiration, a noté une autre de Nantes. Ces lettres sont mon trésor, plus précieux que les hectares de vignes ou les millions qu'ils représentent. Demain, un groupe de femmes de Strasbourg arrivera pour visiter le refuge et apprendre à créer des espaces similaires dans leur ville. Nous organiserons un dîner sous les étoiles avec du vin clair de Pomerol, des plats que j'ai perfectionnés au fil des décennies et des histoires de résilience partagées autour de la table. Ce sera une célébration de la vie, de la force
et de la solidarité entre femmes qui ont appris à dire non à l'injustice. À 70 ans, j'ai découvert que la vieillesse n'est pas une fin, mais peut-être le début du chapitre le plus puissant de ma vie. Mes rides sont les cartes de mes batailles, mes cheveux crient les médailles de ma sagesse. J'ai appris que l'amour-propre est un feu qui ne s'éteint jamais, à condition de l'alimenter avec du courage. Mon vignoble, ces 200 hectares de liberté, n'est pas seulement un héritage matériel. C'est la preuve qu'on peut toujours se relever, peu importe l'âge ou les épreuves traversées. Depuis que j'ai repris le contrôle de ma vie, le vignoble est devenu un symbole de renaissance. Chaque matin, je me lève avant l'aube pour marcher entre les rangs de vignes, sentant la terre humide sous mes pieds, écoutant le chant des oiseaux qui nichent dans les chênes centenaires. Les vendanges de cette année ont été exceptionnelles, et le vin que nous produisons, Clair de Pomerol, est devenu une référence dans la région. Un cru qui incarne la force et la douceur, comme je l'ai appris à être moi-même. Les cavistes de Bordeaux et même de Paris commencent à le demander, et chaque bouteille vendue est une petite victoire, un rappel que ma voix compte. Le refuge accueille désormais des femmes de toute la France, et même d'au-delà. Certaines arrivent brisées, convaincues qu'elles n'ont plus de valeur. D'autres viennent avec une colère qu'elles ne savent pas encore canaliser. À toutes, je raconte mon histoire, non pas pour me vanter, mais pour leur montrer qu'il est possible de se relever. Nous organisons des ateliers juridiques avec Maître Robert, des cours de gestion financière pour leur redonner le contrôle de leurs biens, et même des séances de jardinage où chacune plante une fleur ou un arbre, un acte symbolique de renouveau. Ces moments où je vois une femme redécouvrir son pouvoir sont les plus beaux de ma vie. Colette, arrivée il y a 6 mois, est devenue une figure centrale du refuge. Elle dirige maintenant un groupe de soutien pour les nouvelles venues, partageant son propre parcours pour leur donner du courage. Claire, sans toi, je serais encore prisonnière dans ma propre maison, à la merci de mes enfants, m'a-t-elle dit récemment, les yeux brillants de gratitude. Ces mots sont ma récompense, plus précieuse que tout l'or du monde. Colette a retrouvé son indépendance et aide désormais les autres à naviguer les complexités des lois françaises sur l'héritage et la protection des dizaines de femmes à récupérer leurs biens, à reprendre leur vie en main, à se redécouvrir. Michel continue de venir chaque dimanche et nos conversations deviennent peu à peu plus naturelles. Il m'a parlé de la manière dont Valérie l'avait manipulé, lui faisant croire que me protéger était la meilleure chose à faire. « J'étais aveugle, maman », m'a-t-il confié un soir, alors que nous buvions un verre de notre vin sous les étoiles. Je pensais qu'elle voulait ton bien, mais elle ne voyait que l'argent. Je l'écoute, mais je reste prudente. La confiance, comme le pardon, se reconstruit lentement, brique par brique. Chaque visite est une étape, chaque geste sincère un pont reconstruit. Il a commencé à s'impliquer dans le refuge, aidant à organiser des événements ou à réparer les bâtiments du domaine. Ses actions, plus que ses mots, me montrent qu'il veut redevenir le fils que j'ai connu. Valérie, quant à elle, a tenté de réapparaître il y a quelques semaines, m'envoyant une lettre pleine de fausses excuses. « Chère Claire, je regrette tout malentendu. J'aimerais vous revoir pour clarifier les choses. » J'ai lu la lettre à Sophie, et nous avons ri ensemble avant de la jeter au feu. Valérie n'a plus de place dans ma vie, et je doute qu'elle en trouve une ailleurs sans que son passé ne la rattrape. Les rumeurs disent qu'elle vit à Paris, cherchant de nouvelles opportunités. Mais je ne lui souhaite ni bien ni mal. Elle est simplement devenue insignifiante. Un chapitre clos de mon histoire. Pierre, le notaire, fait face à des poursuites pénales. L'enregistrement que j'avais réalisé, combiné aux preuves recueillies par Maître Lefebvre, a permis de démanteler un réseau de fraude qui sévissait dans tout le sud-ouest de la France. Des dizaines de seniors ont récupéré leurs biens grâce à cette enquête, et je reçois parfois des lettres de remerciement de personnes que je n'ai jamais rencontrées. « Madame Claire, votre courage a sauvé ma maison », m'a écrit un homme de Pau. « Grâce à vous, je vis à nouveau libre », m'a dit une femme de Biarritz. Ces messages, rangés dans ma boîte en bois, sont les médailles de ma bataille. Sophie et moi avons de grands projets.
Nous voulons ouvrir d'autres refuges, peut-être à Lyon, Marseille ou même à l'étranger, pour que davantage de femmes aient un endroit où se reconstruire. Nous avons commencé à écrire un livre, un recueil des histoires des femmes qui sont passées par le vignoble. Chaque chapitre est un témoignage de résilience, une preuve que l'âge n'est pas une limite, mais une force. « Claire, tu devrais écrire tes mémoires », m'a dit Sophie l'autre jour, alors que nous triions des lettres. « Ton histoire mérite d'être lue par le monde entier. » Je ris, mais l'idée commence à germer. Peut-être un jour. Maître Robert, plus qu'un avocat, est devenu un ami. Il dirige la fondation avec une rigueur et une passion qui me touchent profondément. Lors de notre dernière réunion, il m'a regardé avec un sourire admiratif. « Claire, en 1 an, vous avez fait plus pour les droits des seniors que des décennies de plaidoyer. Vous êtes une révolution à vous seule. » Comme c'était. M'ont ému, mais je ne me vois pas comme une héroïne. Je suis juste une femme qui a refusé de se laisser effacer, qui a trouvé sa voie et l'a utilisée pour aider les autres. Chaque soir, je fais un tour dans les jardins du vignoble, respirant l'air frais, écoutant le bruissement des feuilles. Les citronniers que j'ai plantés sont en fleurs, leur parfum se mêlant à celui des vignes. Sous le grand chêne, la boîte aux lettres déborde de messages. Merci de m'avoir. A appris qu'il n'est traité. Jamais trop tard pour récupérer ma dignité, a écrit une femme de Lille. Merci de m'avoir montré que l'amour-propre n'a pas d'âge, a noté une autre de Grenoble. Ces lettres sont mon trésor, plus précieux que les hectares de terre ou les millions qu'ils se représentent. La semaine prochaine, un groupe de femmes de Dijon arrivera pour visiter le refuge. Elles veulent créer un réseau national de sanctuaires pour seniors, inspiré par notre modèle. Nous organiserons un dîner sous les étoiles, avec du vin clair de Pomerol, des plats que j'ai perfectionnés au fil des décennies, et des histoires de résilience partagées autour de la table. Ce sera une célébration de la vie, de la force et de la solidarité entre femmes qui ont appris à dire non à l'injustice. À 70 ans, j'ai découvert que la vieillesse n'est pas une fin, mais une renaissance. Mes rides sont les cartes de mes batailles, mes cheveux gris les médailles de ma sagesse. J'ai appris que l'amour-propre est un feu qui ne s'éteint jamais, à condition de l'alimenter avec du courage. Mon vignoble, ces 200 hectares de liberté, n'est pas seulement un héritage matériel. C'est la preuve qu'on peut toujours se relever, peu importe l'âge ou les épreuves traversées. Je m'appelle Claire, j'ai 70 ans, et ceci est ma déclaration de me rendre invisible, inutile ou jetable. Si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une femme à lever la voix contre l'oppression, alors chaque larme versée, chaque trahison subie, chaque moment de douleur aura valu la peine. Car j'ai enfin compris ce que mon mari voulait dire. J'étais plus forte que je ne le croyais, et j'avais bien plus que je ne l'imaginais. Il m'a juste fallu le courage de me souvenir de qui j'étais vraiment. Depuis que j'ai repris le contrôle de ma vie, le vignoble est devenu un symbole de résilience. Chaque matin, je me lève avant l'aube pour marcher entre les rangs de vignes, sentant la terre humide sous mes pieds, écoutant le chant des oiseaux qui nichent dans les chênes centenaires. Les vendanges de cette année ont été exceptionnelles, et le vin que nous produisons, Clair de Pomerol, est devenu une référence dans la région. Un cru qui incarne la force et la douceur, comme je l'ai appris à être moi-même. Les cavistes de Bordeaux, de Toulouse et même de Paris commencent à le demander. Et chaque bouteille vendue est une petite victoire, un rappel que ma voix compte. Le refuge accueille désormais des femmes de toute la France, et même d'au-delà. Certaines arrivent brisées, convaincues qu'elles n'ont plus de valeur. D'autres viennent avec une colère qu'elles ne savent pas encore canaliser. À toutes, je raconte mon histoire, non pas pour me vanter, mais pour leur montrer qu'il est possible de se relever. Nous organisons des ateliers juridiques avec Maître Robert, des cours de gestion financière pour leur redonner le contrôle de leurs biens, et même des séances de jardinage où chacune plante une fleur ou un arbre, un acte symbolique de renouveau. Ces moments, où je vois une femme redécouvrir son pouvoir, sont les plus beaux de ma vie.
Colette, arrivée il y a 6 mois, est devenue une figure centrale du refuge. Elle dirige maintenant un groupe de soutien pour les nouvelles venues, partageant son propre parcours pour leur donner du courage. Claire, sans toi, je serais encore prisonnière dans ma propre maison, à la merci de mes enfants, m'a-t-elle dit récemment, les yeux brillants de gratitude. Ces mots sont ma récompense, plus précieuse que tout l'or du monde. Colette a retrouvé son indépendance et aide désormais les autres à naviguer les complexités des lois françaises sur l'héritage et la protection des seniors. Ensemble, nous avons aidé des dizaines de femmes à récupérer leurs biens, à reprendre leur vie en main, à se redécouvrir. Michel continue de venir chaque dimanche et nos conversations deviennent peu à peu plus naturelles. Il m'a parlé de la manière dont Valérie l'avait manipulé, lui faisant croire que me protéger était la meilleure chose à faire. « J'étais aveugle, maman », m'a-t-il confié un soir, alors que nous buvions un verre de notre vin sous les étoiles. Je pensais qu'elle voulait ton bien, mais elle ne voyait que l'argent. Je l'écoute, mais je reste prudente. La confiance, comme le pardon, se reconstruit lentement, brique par brique. Chaque visite est une étape, chaque geste sincère un pont reconstruit. Il a commencé à s'impliquer dans le refuge, aidant à organiser des événements ou à réparer les bâtiments du domaine. Ses actions, plus que ses mots, me montrent qu'il veut redevenir le fils que j'ai connu. Valérie, quant à elle, a tenté de réapparaître il y a quelques semaines, m'envoyant une lettre pleine de fausses excuses. « Chère Claire, je regrette tout malentendu. J'aimerais vous revoir pour clarifier les choses. J'ai lu la lettre à Sophie et nous avons ri ensemble avant de la jeter au feu. Valérie n'a plus de place dans ma vie, et je doute qu'elle en trouve une ailleurs sans que son passé ne la rattrape. Les rumeurs disent qu'elle vit à Paris, cherchant de nouvelles opportunités, mais je ne lui souhaite ni bien ni mal. Elle est simplement devenue insignifiante, un chapitre clos de mon histoire. Pierre, le notaire, fait face à des poursuites pénales. L'enregistrement que j'avais réalisé, combiné aux preuves recueillies par Maître Lefebvre, a permis de démanteler un réseau de fraude qui sévissait dans tout le sud-ouest de la France. Des dizaines de seniors ont récupéré leurs biens grâce à cette enquête, et je reçois parfois des lettres de remerciement de personnes que je n'ai jamais rencontrées. Madame Claire, votre courage a sauvé ma maison, m'a écrit un homme de Pau. Grâce à vous, je vis à nouveau libre, m'a dit une femme de Biarritz. Ces messages, rangés dans ma boîte en bois, sont les médailles de ma bataille. Sophie et moi avons de grands projets. Nous voulons ouvrir d'autres refuges, peut-être à Lyon, Marseille ou même à l'étranger, pour que davantage de femmes aient un endroit où se reconstruire. Nous avons commencé à écrire un livre, un recueil des histoires des témoignages de résilience, une preuve que l'âge n'est pas une limite, mais une force. Claire, tu devrais écrire tes mémoires, m'a dit. Sophie, l'autre jour, alors que nous trions des lettres. Ton histoire mérite d'être lue par le monde entier. Je ris, mais l'idée commence à germer, peut-être un jour. Maître Robert, plus qu'un avocat, est devenu un ami. Il dirige la fondation avec une rigueur et une passion qui me touchent profondément. Lors de notre dernière réunion, il m'a regardée avec un sourire admiratif. « Claire, en un an, vous avez fait plus pour les droits des seniors que des décennies de plaidoyer. Vous êtes une révolution à vous seule. » Ces mots m'ont émue, mais je ne me vois pas comme une héroïne. Je suis juste une femme qui a refusé de se laisser effacer, qui a trouvé sa voie et l'a utilisée pour aider les autres. Chaque soir, je fais un tour dans les jardins du vignoble, respirant l'air frais, écoutant le bruissement des feuilles. Les citronniers que j'ai plantés sont en fleurs, leur parfum se mêlant à celui des vignes. Sous le grand chêne, la boîte aux lettres déborde de messages. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer ma dignité, a écrit une femme de Lille. Merci de m'avoir montré que l'amour-propre n'a pas d'âge, a noté une autre de Grenoble. Ces lettres sont mon trésor, plus précieux que les hectares de terre, ou les millions qu'ils représentent. La semaine prochaine, un groupe de femmes de Dijon arrivera pour visiter le refuge.
Elles veulent créer un réseau national de sanctuaires pour seniors, inspiré par notre modèle. Nous organiserons un dîner sous les étoiles, avec du vin clair de Pomerol, des plats que j'ai perfectionnés au fil des décennies, et des histoires de résilience partagées autour de la table. Ce sera une célébration de la vie, de la force et de la solidarité entre femmes qui ont appris à dire non à l'injustice. À 70 ans, j'ai découvert que la vieillesse n'est pas une fin, mais une renaissance. Mes rides sont les cartes de mes batailles. Mes cheveux gris les médailles de ma sagesse. J'ai appris que l'amour-propre est un feu qui ne s'éteint jamais, à condition de l'alimenter avec du courage. Mon vignoble, ces 200 hectares de liberté, n'est pas seulement un héritage matériel. C'est la preuve qu'on peut toujours se relever, peu importe l'âge ou les épreuves traversées. Je m'appelle Claire, j'ai 70 ans, et ceci est ma déclaration d'indépendance. Plus jamais je ne permettrai à quiconque de me rendre invisible, inutile ou jetable. Si mon histoire peut inspirer, ne serait-ce qu'une femme à lever la voix contre l'oppression, alors chaque larme versée, chaque trahison subie, chaque moment de douleur aura valu la peine. Car j'ai enfin compris ce que mon mari voulait dire. J'étais plus forte que je ne le croyais, et j'avais bien plus que je ne l'imaginais. Il m'a juste fallu le courage de me souvenir de qui j'étais vraiment,